Si vous suivez un peu les manifestations dans ce moment à la télé, vous avez sûrement aperçu traverser votre écran des mecs en t-shirt, sac à dos et casque blanc en vous demandant ce qu'ils venaient faire là. Ces singuliers cortèges, ornés d'un flocon rouge ou d'une croix bleue, s'appellent les street medics. Manifestant un peu à part, seuls ou en groupe, ils sont présents dans presque toutes les mobilisations sociales. Chargés de matériel de premier secours, ils soignent bénévolement les autres manifestants blessés, le plus souvent par les violences des forces de l'ordre. Médecins de longue date ou nouveaux formés, tous partagent une volonté féroce, défendre le droit à manifester. D'où viennent-ils? Comment fonctionnent leurs mouvements? Et en quoi représentent-ils les enjeux des manifestations actuelles? Qui sont donc ces mecs en blanc? C'est ce que vous découvrirez dans ce reportage sur les street medics. Eh bien, des street medics, il y en a un peu toujours eu. Rien que dans les romans de Zola sur l'insurrection de 1851, où les gendarmes tirent sur les résistants du coup d'État, on voit passer un certain docteur Pascal courant les rues pour venir en aide aux paysans blessés. Les médics sont donc aussi vieux que les manifestations elles-mêmes. Cependant, on peut placer l'apparition du terme street medic et l'affirmation du mouvement aux États-Unis dans les années 60 avec la montée des groupes de libération afro-américains et anti-guerre, notamment les Black Panthers, où les affrontements avec la police étaient devenus d'une extrême violence. Héritage de ces luttes sociales, on retrouve souvent un point noir dressé dans les logos des street medics. Dans le reste du monde, c'est surtout pendant les printemps arabes qu'on a vu le nombre de street medics exploser. Encore aujourd'hui, les medics sont présents dans toutes les zones de combat impliquant des civils. Chez nous, une première vague de street medics pousse sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La seconde, très médiatisée aujourd'hui, arrive avec les gilets jaunes partout en France. A noter que la régularité du mouvement sur un très long terme a permis aux médics français de se rassembler, s'organiser et gagner chaque samedi en efficacité. Et justement, qu'est-ce qui fait l'efficacité des street medics? Avant de me fiancer avec mon appareil photo, j'ai longtemps hésité à partir avec une trousse de secours au rassemblement Place de l'Étoile en voyant les premières images de l'acte 2 et les violences des CRS en novembre dernier. Sans avoir de qualification en tête, je comptais partir en solo sur Paris avec du scotch bleu sur les épaules pour porter secours à tous les manifestants qui auraient besoin d'assistance. Resté chez moi pour d'autres raisons, j'ai eu un soudain regain de foi en l'humanité en constatant à la télé que nous étions des dizaines à avoir eu la même initiative en comprenant qu'il y allait avoir des gros blessés. Pas besoin donc de formation ou de contacter qui que ce soit, tout le monde s'étant déjà rendu à une manifestation est un street medic potentiel. Heureusement, mes alter ego novices et solitaires ne sont pas les seuls dans les rangs des street medics. Beaucoup d'autres sont médecins, infirmiers ou secouristes de profession et participent en groupe de collègues ou d'amis depuis plusieurs années aux manifestations dont elles soutiennent la cause. À vrai dire, il est assez rare aujourd'hui de trouver un médic isolé dans les manifestations parisiennes. À force de se revoir toutes les semaines, les gens se sont rassemblés et la quasi-totalité des indépendants ont fini par rejoindre une équipe. Enfin, cela à Paris et dans quelques autres grandes villes uniquement, où ils pullulent littéralement dans chaque rassemblement. Ailleurs, dans les villes et les régions plus isolées, où les médics sont moins nombreux, on compte encore beaucoup de médics solitaires et tout juste détenteurs du PSC1. En manif, les médics se répartissent autonomement en fonction des risques qu'ils veulent prendre et de leurs compétences dans les différentes zones de la manifestation, entre lesquelles le niveau de tension et les blessures rencontrées peut énormément varier. Je vais maintenant aborder rapidement les types de blessures auxquelles ont affaire les médics hebdomadairement. Âme sensible, je vous conseille de détourner les yeux et de couper le son pour les 30 prochaines secondes. Aujourd'hui à Paris, la majorité des gestes des médics sont des petits pchit-pchit d'un liquide soulageant sur le visage des manifestants qui leur demandent pour apaiser les effets du gaz lacrymogène. Dans les blessures plus graves les plus courantes, on compte ensuite les fractures et lésions, souvent à la tête, dues aux tirs de LBD, bien que les tirs ailleurs que sur les membres et le bas du visage soient interdits. Puis viennent les contusions, perforations et membres éclatés des grenades de désencerclement qui contiennent 26 grammes de TNT et projettent 18 calais de caoutchouc dur dans toutes les directions. Il s'agit normalement d'une arme de guerre. Ensuite, les chocs et brûlures des palets de lacrymo chauffés à blanc de la Gli F4 que la France ne commande plus à cause de sa dangerosité, mais qui continue d'écouler les stocks. Viennent ensuite les réactions fortes et difficultés respiratoires liées au gaz et enfin les impacts et les coups de matraque et de tonfa. Précisons que même si une partie sont des professionnels, les street medics ne sont pas des médecins en intervention. Yale ne prodiguent que les soins minimums ou d'urgence et servent de relais aux pompiers et secouristes officiellement présents autour de la manifestation et prévus par la préfecture. Au-delà des blessures physiques, les médics gèrent aussi les chocs psychologiques et attaques de panique qu'ils rencontrent.
la plupart d'entre nous n'étant pas tellement habitués à entendre des explosions dans les rues de notre ville. À Paris, la forte densité des médics est telle que le moindre blessé se retrouve presque immédiatement avec 2 ou 3 équipes pour s'occuper de lui. Au 1er mai, dans les nuages de lacrymo, il me suffisait de faire une dizaine de mètres pour trouver des médics distribuant du Malox à tout va, sorte de crème neutralisant les effets du gaz. Leur stock, les médics se le fournissent eux-mêmes, sortant l'argent de leur poche. Beaucoup font appel à des donations et se redistribuent souvent le matos entre eux. En manifestation, les médics, sans se connaître auparavant, s'échangent naturellement leurs fournitures en fonction de qui est en manque de quoi. Leur grand nom, bien qu'il génère quelques soucis, comme la course aux blessés et quelques dérives, permet d'endiguer la peur chez une partie des manifestants. Car malheureusement, elles sont de moins en moins à oser faire entendre leur voix dans la rue, effrayées par l'idée de perdre un œil ou d'avoir de lourds frais d'hospitalisation à gérer. En voyant cette formidable entité des médics, on peut vite se demander qui sont leurs chefs et comment ont-ils fait pour rassembler tout ce monde-là. Mais j'ai découvert, à ma grande surprise, que le mouvement des médics marchait sans tête. Pas de chef, ni d'ordre, ni de ligne de conduite, ni personne pour dire « toi tu seras là avec tel matos, toi tu seras là-bas en poste fixe ». Chaque groupe de médics est complètement autonome. De quoi remettre en cause l'idée très partagée qu'un système ne peut fonctionner sans leader. Mais comment diable le mouvement peut-il tenir debout alors ? D'abord, grâce à une convergence des luttes. Tous savent pourquoi elles sont là et ne se distinguent que par leurs compétences et expérience du terrain. Ensuite, grâce à une excellente communication entre eux. Réseaux sociaux, réunions et talkie-walkie en manif, les médics échangent en permanence et toutes les infos sont accessibles du novice au vétéran. On peut visualiser le fonctionnement des médics comme suit. D'abord, les équipes de 5 ou 6, les duos ou trios de potes et les solitaires qui agissent en manif. Certaines équipes font partie d'un collectif de 10 à 20 personnes qui, eux, se répartissent, s'organisent et ont une ligne de conduite et des opinions politiques propres. Par exemple, certains collectifs, minoritaires, se revendiquent neutres et soignent les forces de l'ordre autant que les manifestants. La plupart des médics ne le font pas, sachant que toutes les équipes de CRS ont du matériel de secours en profusion et leurs propres médics dans les rangs, contrairement aux civils. D'autres écarts de position se font sur la gestion des manifestants blessés. La majorité respecte le choix du manifestant de se faire soigner ou pas pour retourner en tête de cortège plus rapidement. Les Croix Bleues notamment font passer la sécurité du blessé avant son consentement et décident eux-mêmes s'il faut l'immobiliser ou l'envoyer à l'hôpital direct, ce qui a généré plusieurs frictions entre médics et manifestants. Un mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, un homme, dont nous préserverons l'identité, surtout parce que je n'ai pas retenu son prénom, a entraîné la quasi-totalité des street medics à se rassembler pour s'organiser. Avec quelques autres personnes, cet homme, lui-même street medic de longue date, a créé la coordination pour améliorer la circulation des informations entre équipes, ce qui a notamment permis de repérer et de dégager rapidement une personne se faisant passer pour médecin et volant pour le revendre le matos des street medics. Un autre, appelé Schlagos dans le milieu, transmettait les identités des manifestants à sa copine flic. Merci la cohorde. Celle-ci relaye aussi énormément les informations sur les nouveaux armements et techniques de la police, notamment les canons à eau, remplis de marqueurs incolores et restant sur les habits plusieurs semaines pour traquer les manifestants. Elle organise des préparations aux manifs avec un échange de bonnes pratiques pendant lesquelles elle donne des conseils pour planquer son matériel, ses droits en cas de garde à vue et les numéros d'avocats et associations à contacter pour faire condamner les violences policières. Elle donne du matériel et recueille les chiffres des médics sur les cas qu'elles ont traités pour avoir un nombre réaliste des blessés et de leurs causes à chaque manifestation. Chiffres transmis assez vainement aux médias. Préférant se référer au ministère de l'Intérieur. La coordination recadre aussi la vague de jeunes street medics qu'on appelle ironiquement les sentinelles, se rendant en manifestation pour jouer les héros en kaki militaire bardés de matériel de guerre inutile dont ils ne savent pas se servir et trop contents de tomber sur un blessé grave sous le feu pour le soigner correctement. Le mythe du médic, vanté par les médias, attire beaucoup de monde. Car il faut bien comprendre que les neutres, les bleus et les sentinelles sont des petits nouveaux dans le mouvement. Historiquement, les street medics n'ont jamais été des bisounours apolitiques et pacifiques, bien au contraire. Soulager chaque manifestant qui a les yeux qui piquent à cause des gaz est un luxe qu'elles peuvent maintenant se permettre aujourd'hui grâce à leur nombre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, lors des affrontements entre les Black Panthers et la police, les médics fonctionnaient comme des médecins de guerre, soignant dans la rue les militants combattants pour qu'ils puissent retourner le plus vite possible affronter les forces de l'ordre. Les groupes de lutte sociale voyaient la médecine comme une arme de défense et s'en servaient pour rendre plus efficace la lutte contre les autorités. Les street medics sont donc nés dans les Black Blocs et ont toujours soutenu les violences contre les forces de l'ordre lors des mobilisations. Même si d'autres restaient parmi les manifestants civils pour s'occuper des populations blessées, et elles condamnaient toujours férocement les abus de la police.
Aujourd'hui, en France, la grande partie des médics est antifasciste, anticapitaliste et certains, sans quitter leur masque à gaz, partent parfois en manif alternativement avec une barre à mine ou une trousse de secours. C'est pourquoi en manifestation, les médics n'ont pas de statut à part qui les protège de quoi que ce soit. Avant de commencer mon enquête, je me demandais si les médics travaillaient en collaboration avec les forces de l'ordre. Oh combien non! Quelquefois respectés par les CRS, les street medics sont le plus souvent matraqués au même titre que tous les autres pour peu qu'elles se trouvent sur le chemin d'une ligne en train de charger. Dans les pires cas, pas si rares, et elles sont visées spécifiquement. Plusieurs équipes se sont déjà faites embarquer, placer en garde à vue et confisquer et détruire leur matériel de soins par les cordons de CRS. Pratique pourtant interdite en l'absence de juge. Pour les médics, c'est donc une question de chance. Si une équipe tombe sur des CRS qui les aiment bien, elle passe tranquillement avec tout son matos. Si elle tombe sur des CRS qui ne les aiment pas, elle peut perdre tout son matos et passer la manif dans un fourgon. Avec les médias, les médics ne sont pas très copains non plus. En dehors de leur opinion plus que mauvaise sur le traitement de l'information de ceux qu'ils appellent les merdias, les caméras sont un enjeu pour eux et les manifestants qu'ils soignent. Fichés et parfois recherchés, les médics protègent leur identité de peur de perdre leur emploi ou de paraître devant un juge. Même chose pour les blessés, les médics expérimentés font attention à ne pas démasquer les personnes et prennent garde à couvrir les signes distinctifs quand ils doivent découvrir une partie du corps. Un jour, un médic étant face à une blessure au bras a soulevé la manche de son blessé, laissant découvrir un tatouage. La scène a été filmée et, grâce à la vidéo et au tatouage, le manifestant s'est fait retrouver par la police et attend son procès à l'heure où vous regardez cette vidéo. L'engagement des médics ne se limite pas à soigner les gens en manif. Certains gèrent aussi des cagnottes pour les victimes, car les assurances remboursent très rarement les frais médicaux de blessures survenues lors de mouvements sociaux. Ils sont aussi très actifs pour dénoncer les violences policières et les fake news. Quelle violence policière, me direz-vous? Mais qu'est-ce que vous foutez depuis le début de cette vidéo? À l'acte 12, des gilets jaunes ont mis en avant les victimes des manifestations précédentes. Des dizaines de blessés, faits en quelques semaines, ont tenu les têtes de cortège devant les lignes de CRS. Oui, mais c'était des Black Blocs, c'est eux qui ont commencé à caillasser la police en même temps. Ben voyons. Geneviève Leguet, 73 ans, matraquée à Nice, elle faisait partie d'un Black Bloc, elle. Et prenons un recensement de Libération. Coralie, street medic à Montpellier, le pied fracturé à cause d'une grenade de désencerclement. Elle s'est jetée sur un flic, elle? Xavier, photographe en reportage pour Sud-Ouest, rotule fracturé par un tir de LBD, c'était quoi ça? Et Lilian, lycéen de 15 ans, tir de LBD dans la mâchoire alors qu'il faisait du coping à Strasbourg. Black Bloc aussi? En plus, je rappelle qu'il est interdit de viser à la tête, comme de lancer une grenade en l'air. Oui bon, ça c'est des accidents, ça arrive. Mais bien sûr, le LBD a une précision point visé point touché de 30 mètres. Regardons les chiffres du collectif Désarmons-les. Zineb Redouane, 80 ans, a été tué par une grenade lacrymogène reçue en plein visage à Marseille le 1er décembre 2018. C'était un accident? Maxime, blessé à la joue par un tir de LBD à Quimper le 17 novembre 17 ans, 2018. lycéen vivant à Garges-les-Gonesse, Richie, la mâchoire 34 fracturée ans, par un a tir de perdu son œil LBD gauche, à a perdu son Garges-les-Gonesse, œil gauche, 19 tir de LBD Femme, accident, a été blessée au Anthony Anthony Brigade, 40 ans, désencerclement à Paris le 24 a été gravement blessé un accident par une grenade un accident F4, Ayane à P, Paris, 52 ans, le 20 technicien à Sanofi, Paris, a eu la main arrachée par Xavier Xavier E, 34 accident vivant à Villefranche, 15 ans, a eu une voiture de la mâchoire du palais, à Florent de LBD 40 blessé par une grenade de déplacée et la lèvre F4 par un tir de 2024 novembre 2018. Gabriel accident 21, Maxime W, un accident brûlé à la main et a perdu définitivement l'audition à cause d'une grenade F4 à Paris le 24 novembre 2018. Un accident. Il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Pendant ce reportage, lors du 1er mai, un CRS voyant que je le filmais m'a pointé au visage. Et plus tard, je me suis pris un galet de grenade sur l'arrière du crâne alors que j'étais au milieu de la foule, loin des premières lignes. Les médics dénoncent ces violences depuis des années et essayent aujourd'hui d'interpeller l'ONU. Amnesty International a condamné les actions de la France qui mettent en danger le droit à manifester. Mais pourquoi personne n'en parle alors? S'ils sont appelés des merdias dans le milieu, c'est pas pour rien. En manif, on voit des membres de la presse de partout. Ce sont les seuls qui épargnent les forces de l'ordre. Avec une carte de presse, on peut venir avec casque, lunettes et masque à gaz sans problème. Donc les journalistes savent ce qu'il se passe. Ils filment tous les manifestants tabassés à terre, pourtant à la télé, on n'entend parler que d'un hôpital attaqué. Les chiffres sur les blessés sont faux. Le 16 mars, 42 blessés selon BFM TV, 343 selon la coordination des street medics. Non, mais ça dépend comment on compte. Si les médics comptent toutes les irritations des yeux à cause du gaz, c'est sûr ça fait du monde. Et la cohorte donne aussi le détail. Seulement 56 cas traités à cause du gaz, et il s'agissait de réactions violentes. La majorité des blessures, le LBD, tiens non, encore lui, avec 72 personnes, et 44 à cause de la grenade de désencerclement.
Et c'est pas faute de lutter contre la désinformation. Les médics donnent leur comptage à la presse. Seul Mediapart a l'air de s'en servir. Alors quel avenir pour les médics? Toujours dans les luttes sociales de la révolution aux gilets jaunes, en passant par les Black Panthers et les printemps arabes, les médics s'étant fortement multipliés et très bien organisés au fil des manifestations, ils deviennent de plus en plus pénibles aux forces de l'ordre qui leur font amèrement payer. Brutalité, confiscation de matériel, fichage, les médics vont-ils finir par être interdits de manifestation? Ce ne serait pas la première fois. Les médics connaissent le combat et sont aujourd'hui plus nombreux et déterminés que jamais à faire avancer la justice sociale. Et nous leur souhaitons pour cela la meilleure des chances. Les informations vous ont été transmises, c'est à vous maintenant de choisir ce que vous voulez en faire. Moreno Prod, fin de transmission.